Je dois l'admettre. Les vrais lecteurs de ce livre sont ceux qui peuvent lui conférer, par un intérêt professionnel, une certaine objectivité. Ceci, il est vrai, se produit en Italie pour tous les livres de poésie. Mais pour celui-ci, je crois d'une manière particulière, parce que, au moins pour la première moitié, il est constitué de documents, soit privés, témoignant d'une vie, soit littéraires, témoignant d'une évolution linguistique et intellectuelle. Toutefois, bien que dénué d'illusions, je continue toujours à croire en l'existence au moins idéale d'un lecteur naïf, disposé à prendre comme des faits objectifs et de consommation non ignobles, même les choses les plus intimes, extravagantes et personnelles. Ainsi, c'est à ce lecteur que je veux tout spécialement dire qu'il ne dépend pas de moi si Trashumanar et Organizar peut déjà apparaître en avril 1971 légèrement anachronique. Les involutions sociales sont toujours traumatiques et donc rapides. Il est vrai que depuis presque un an, j'ai cessé la collaboration avec un magazine parce qu'était impubliable une de mes observations concernant des hommes influents, lesquels se déclaraient équidistants des groupes subversifs de droite et des groupes subversifs de gauche. Et je prédisais donc qu'avec ceci, nous arriverions à la situation actuelle, dans laquelle nous sommes contraints de nous souvenir de 1919, si ce n'est de 1922. La déclaration d'équidistance des deux branches extrêmes est objectivement un appui à la branche droite. Je sais bien que peu nombreux sont les lecteurs qui lisent entièrement, du début à la fin, un livre de poésie. C'est pourquoi j'indiquerai à qui montrerait une telle compréhensible hâte les sections transhumanées et organisées, chartes souillées, poèmes boiteux et manifestés comme étant les plus intéressantes. Je sais aussi qu'il y a des lecteurs qui, d'un recueil, ne lisent qu'un seul poème. Dans ce cas, je conseillerais la poésie de la tradition, page 144. Qui est la personne qui écrit ce livre ? Je ne le sais pas bien. Cependant, il est certainement guidé par une demi-douzaine de principes, dictés par on ne sait quel instinct. Le premier de ces principes a été de résister à toute tentation de littérature-action ou de littérature-intervention, à travers l'affirmation obstinée et presque solennelle de l'inutilité de la poésie. Le deuxième principe de cette personne a été de ne pas craindre l'actualité, au nom de quelque chose d'autre qui l'annule et en quoi, par ailleurs, elle croit. Le troisième principe a été de s'autoriser une certaine liberté linguistique, frisant parfois l'arbitraire et le jeu, chose qui auparavant ne s'était jamais produite, car ces mystifications ont toujours été naïves, passionnées et zélées. Le quatrième principe était celui de considérer fatale de sa part la résignation face à la persistance de l'oxymoron. C.F. Synésios de la Diaspora, page 174. Le cinquième principe a consisté dans la découverte presque soudaine que la liberté est intolérable à l'homme, spécialement aux jeunes, qui s'inventent 1000 obligations et devoirs pour ne pas la vivre. Le sixième principe, beaucoup moins important, a consisté à ne pas vouloir faire de tous les principes dits ci-dessus et d'une forme de fidélité à soi-même, nécessaire à l'accomplissement, une contribution à la restauration. Sur tout ceci a toujours prévalu l'idée, désespérée mais résignée, que sa vie s'était rétrécie, mais que toutefois le plaisir de vivre avait augmenté en raison de la diminution matérielle du futur. Pier Paolo Pasolini. Ce texte signé par Pasolini se trouvait sur le rabat de l'édition originale italienne, Milan Garsanti, avril 1971. Il ou tu, premier recueil du poème transhumané et organisé. Tu nais, il naît, pas dans la tombe, mais dans mes sens. Il est certes un visage avec un sourire d'adolescent qui démontre qu'aucune société ne contient le monde. De là où tu nais, il n'est donc pas,
mais dans les sens d'autrui, vivant de cette vie qui dépasse de si loin l'infinie capacité même des États-Unis, ce sourire suffit. Lui qui donne envie d'embrasser la bouche qui le donne, même par calcul, au monde. Il fait en sorte, dis-je, qu'un juif d'élection, mais qui ne peut charnellement aimer que des Arabes, puisse écrire, sur commande, une déclaration d'amour, pas un chant funèbre. Tu étais, il était mort. Quand tu étais, ou il était, Bob Kennedy, par calcul. Et l'innocence d'un adolescent quadragénaire était donc mise au service du pouvoir. Alors oui, tu étais, il était bien mort. Et un poète ne voulant plus écrire de vers, pas sur inspiration, pas sur commande, ne pouvait pas écrire quelque chose dans une langue dite spéciale pour toi, pour lui, poète polémique, qui ne veulent pas entendre parler d'évasion, pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans le néant, pas, et encore moins, dans la révolution. Même en ne croyant plus en rien, sinon en tout, ce poète de nationalité israélienne, mais plein d'épouses arabes, en fin de vie, aurait pu te tisser un éloge funèbre. Mais à ce moment-là précisément, quand tu étais vivant. Bien que par chance, même alors, tu n'aies couru, je crois, aucun risque de sanctification. Cependant, si quelque chose dans cette langue obscure, spéciale de la poésie, avait voulu te dire, il t'aurait dit clair et net qu'avec ce sourire et cette mèche blonde, héritage familial, tu étais un mort. Ou, tout au plus, aurais-tu pu être un interprète idéal pour incarner Oreste. Pourquoi mort? Comme tes 12 enfants, bouches à baiser, et toute ta puissante famille. Eh bien, maintenant tu es, il est, vivant. Tu nais, il naît, pas dans la tombe, mais dans l'essence, réduit au seul sourire et à la mèche que seul un jeune garçon peut exhiber. Tu pouvais, il pouvait, parler et dire des choses dignes de John, qui est beaucoup, mais on peut dire aussi qu'il est peu, pas plus que ce qu'on peut attendre d'un milliardaire américain, beau qui plus est. Mais ton parler était un parler de la domination, pas de la vie, qui ne domine rien, elle. Il est donc entendu que ton expression, ton dire par les mots, t'était, lui était, autorisé. Pourquoi? Seulement en tant que complice de la vie qui est aussi faible qu'immense, et non complice du pouvoir, en réalité. N'importe quel pouvoir, j'entends, le pouvoir de la guerre, le pouvoir de Johnson, le pouvoir démocratique, le pouvoir de la paix. Mais tu pouvais dire par les mots ce que tu voulais, devant les caméras de télévision, dans les halls, partout, dans la bruyante tombe américaine. Quelque chose, justement, te trahissait, et je ne fais pas de figure de rhétorique, même dans mon discours de bouffon. Parce que toi, ingénu, tu ne t'exprimais pas avec les mots seuls, ni avec ton seul corps chanceux, sur lequel d'ailleurs tu comptais, car des élèves, grands, congressistes du professeur Morris, auraient pu remplir des tableaux intégrant ensemble ton dire par les mots et celui sans mots. Mais dans toutes ces feuilles serait revenu une inconnue, un signe ineffable. Oui, parce qu'en parlant et en calculant ensemble aussi l'apport du corps, tu étais mort. Tandis que fleurissait la fleur de la vie. Et en effet, ceci est démontré, je le répète, par le fait que tu vives pleinement aujourd'hui dans la tombe. Le bouffon juif veut dire, avec ceci, qu'il revendique l'importance du bonheur et sa primauté sur toute autre chose. La bonne cause se défend en ce point de la vie qui ne coïncide avec aucun système et que nulle révolution en outre ne peut calculer. Pour qu'il soit clair que, si toi, dur héros vivant, tu as été mort, le héros le moins pire, tout ici est moins pire, et le pire du pire. L'unique chose qui rayonne est le rien d'un sourire, uni naturellement au stoïcisme avec lequel tu as jeté, comme le meilleur des étudiants des États-Unis, ton corps dans la lutte, pour le moins pire précisément. Tu as exprimé que seulement pour ce peu l'on meurt, vivant en vie comme un lapin, comme une colombe, avec une portée ou une couvée de bouches à baiser, régie par le service de presse, joli Don Quichotte moyen, avec ton charisme réduit à un produit de lancement. Mais tu ne l'as pas enseigné avec ta grande sagesse adulte, libérale, historique, raisonnante, calculatrice, non, mais avec celle simplement naturelle, car le naturel est toujours sans erreur, le naturel est toujours sans erreur, le naturel est toujours sans erreur, la comptine pourrait continuer, mais le bonheur, non. Il a toujours la vie brève.
Richiesta di lavoro. Poesia a sua ordinazione è un ordigno. Il costruttore di ordigno può produrne molti, nient'altro, procurandosi che stanchezza per il lavoro manuale. L'oggetto può essere talvolta ironico, l'ordigno lo è sempre. Sono passati i tempi in cui, vorace economizzatore, spendevo tutto, investendo i miei soldi, molti, perché erano il mio seme, e io ero sempre in erezione, nell'acquisto di aree di bassissimo valore, che sarebbero state valorizzate da lì a 2 o 3 secoli. Ero tollemaico, essendo un ragazzo, e contavo l'eternità per l'appunto in secoli. Consideravo la terra il centro del mondo, la poesia il centro della terra. Tutto ciò era bello e logico. Del resto, che ragioni avevo di non credere che tutti gli uomini non fossero come me? Poi, invece, si sono rivelati tutti di me molto migliori e io sono risultato essere piuttosto uomo di razza inferiore. Ricambiai l'apprezzamento e capii che non volevo più scrivere poesie. Ora, però, ora che la vocazione è vacante, ma non la vita, non la vita. Ora che l'ispirazione, se vieni, versi non ne produce, vi prego, sappiate che sono qui, pronto, a fornire poesie su ordinazione. Ordigni. Demande de travail. Le poème sur commande est un engin. Le constructeur d'engins peut en produire beaucoup, sans rien se procurer d'autre que la fatigue du travail manuel. L'objet peut être parfois ironique, l'engin l'est toujours. Les temps sont révolus où, économiseur vorace, je dépensais tout, investissant mes sous, beaucoup, car c'était ma semence, et j'étais toujours en érection, dans l'acquisition de zones de très faible valeur qui seraient rentables d'ici 2 à 3 siècles. J'étais ptolémaïque, étant un enfant, et je comptais l'éternité précisément en siècles. Je considérais la Terre comme le centre du monde, la poésie, le centre de la Terre. Tout ceci était beau et logique. De plus, quelle raison avais-je de ne pas croire que tous les hommes n'étaient pas comme moi? Par la suite, au contraire, ils se sont tous révélés bien meilleurs que moi, et je me suis avéré être, plutôt, un homme de race inférieure. Je retournai l'appréciation et compris que je ne voulais plus écrire de poèmes. Maintenant, toutefois, maintenant que la vocation est vacante, mais pas la vie, pas la vie. Maintenant que l'inspiration, si elle vient des vers, elle n'en produit pas. Sachez, je vous prie, que je suis ici prêt à fournir des poèmes sur commande, engins, même explosifs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée que nous consacrons à la première traduction complète en français du recueil que Pasolini et Pier Paolo Pasolini publient en 1971, Transumanare e Organizzare, Transhumaner et Organiser, édition qui est due, pour ce qui est de la traduction et de la notation, à Florence Pazzotu, que je vous demande immédiatement d'applaudir. Et la postface, formidable, est due à Hervé Joubert-Laurencin, qui recevra le même traitement.
Ce livre est paru aux éditions Lanskin grâce à l'énergie à la fois de transhumanation et d'organisation de Catherine Tourné, que nous félicitons vraiment de grand cœur. Ce livre, on en est convaincu, nous en sommes convaincus, dans l'actualité que l'anniversaire de la mort de Pasolini a suscité, les publications que cette mort a suscité, est véritablement un événement, et il n'est pas du tout un événement seulement pour les italianistes ou pour les bibliophiles ou pour les amateurs de poésie. C'est un événement parce que ce livre est, d'une certaine manière, un livre inconnu, et sa publication non seulement rend justice à cette œuvre en français, mais, me semble-t-il, change considérablement l'image que les Françaises et les Français pourraient avoir de la poésie de Pier Paolo Pasolini. Pour le traduire, et le traduire de cette manière, sans doute fallait-il une poétesse. Alors c'est évidemment, vous le savez, un des lieux communs et une des difficultés auxquelles on s'affronte quand on parle de traduction de poésie. Il n'y a que les poètes qui peuvent... J'en sais rien. Mais en tout cas, là, c'est le cas. Cette traduction est une traduction tout à fait considérable. Florence Pazzotu, depuis petite, en 2001, est une écrivaine, une poétesse... depuis petite, oui, c'est ça, c'est le titre d'un livre. Elle n'était pas petite en 2001, elle rit, ils y ont cru, voilà. En passant par des livres importants comme Frères Numain, L'Accouché, Le monde est immense et plein de coïncidences. C'est une autrice très, très importante qui allie une délicatesse et une puissance poétique et politique rare. Et c'est aussi la réalisatrice et l'écrivaine de films important. Donc je crois qu'il est important de prendre la mesure de cette poétesse qui se lance dans un livre de cette importance. Et Hervé Joubin-Laurencin est, n'en pas douter pour beaucoup d'entre nous, la figure d'autorité, bien que ce soit un critique qui n'aime pas l'autorité, sur l'œuvre de Pasolini. Il est l'auteur d'un livre important, très important, qu'il a réécrit plusieurs fois d'une certaine manière, et qui est paru dans une édition splendide chez Macula, Le Grand Chant. Hervé est l'auteur c'est un athlète, il aime les épreuves, genre steeplechase, des épreuves difficiles. Il avait été aussi l'éditeur incroyable des œuvres d'André Bazin. Il est spécialiste de cinéma, mais aussi de courts-métrages. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Et je suis là simplement pour les accompagner. Ils m'ont fait l'amitié de me demander d'être là avec eux. Et je le fais volontiers parce que je crois à l'importance de ce livre. Alors peut-être, comme d'habitude, quand on a à faire une traduction d'un texte important, on doit se tourner vers la traductrice et lui demander, ou le traducteur, et lui demander tout simplement comment lui est venue l'idée de traduire ce livre, et peut-être qui était Pasolini pour elle avant qu'elle ne le traduisît, et qui il est maintenant qu'elle l'a traduit. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci aussi à la Maison de la Poésie de nous accueillir, et merci à Hervé d'avoir accepté de nous accompagner, non seulement dans l'aventure de ce livre, mais là, aujourd'hui. Alors, ma rencontre avec ce livre s'est faite par hasard, et je donne au mot hasard un sens que je ne vais pas développer ici parce qu'il me faudrait la soirée. Mais donc, en tout cas, d'une étrange façon, en fait, j'en ignorais totalement l'existence jusqu'au printemps 2022. Alors, mon rapport avec Pasolini, en fait, je le connaissais surtout par les films. J'avais lu les romans il y a longtemps, je le connaissais surtout par les films. Depuis mes 20 ans, j'avais vu ses films, j'étais vraiment amoureuse de son cinéma. Mais en revanche, je me suis dit d'ailleurs, quand j'ai commencé à traduire, je me suis dit, mais comment ça se fait que tu connaisses si peu la poésie de Pasolini? Puis j'ai compris après. J'ai compris aussi grâce à Hervé, avec qui j'en ai discuté lorsque la traduction étant achevée, nous l'avons contacté pour cette postface, c'est qu'en fait, les recueils de Pasolini n'existaient pas. C'est vrai, il n'existait que extrêmement peu de recueils, extrêmement peu donc des livres tels que Pasolini les avait conçus. Il n'existait que des publications dans des anthologies. Un jour, un ami attire mon attention sur ce livre,
il voulait mon regard. Je pense qu'il se demandait aussi pourquoi justement personne ne l'avait encore traduit. Et à partir du moment où il a dit, j'étais très très impatiente, mais je vous dis, j'en ignorais vraiment l'existence. Et donc, il me l'a prêté, et en fait, ça a été un choc pour moi, et ça n'était pas lié au sens, parce que pour passer vraiment dans la compréhension, pour rentrer dans la compréhension du sens, il m'a fallu longtemps. C'était quelque chose qui était davantage lié en fait à cette question de, enfin, une sorte de rythme, et aussi justement le suspens du sens et la mise à l'épreuve du vers, en fait. Ça m'intéressait, ça m'a touchée comme si j'étais rentrée dans une sorte de dialogue avec ça immédiatement. Et puis en fait, pour lire vraiment, au sens où j'entends lire, il fallait que je traduise. Donc j'ai commencé un peu follement. Comme ensuite, j'étais vraiment très très obstinée et que j'y passais absolument toute ma journée, enfin tout... Ça devenait un peu délirant, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis tournée vers mon amie Giulia Camine, qui, par chance, elle, est bilingue et complètement traductrice, complètement. Moi, je n'avais jamais fait un tel chantier de traduction. Elle m'a encouragée fortement, donc j'ai poursuivi. Et ensuite, un jour, j'en ai parlé à Catherine, qui avait publié plusieurs de mes livres, et qui m'a dit oui, tout de suite. Voilà. Donc, on a continué. On a continué, mais on a continué au départ sans savoir si on aurait les droits à l'autorisation. Mais je trouvais tellement fou, en fait, que personne ne l'ait fait. Mais je trouvais fou aussi que ça tombe sur moi, mais voilà. Ce sont des facettes du hasard que tu n'as pas voulu développer, mais on sent à t'entendre combien elles ont été actives. Oui, parce que je pourrais arriver par Pasolini, j'aurais pu y arriver par Dante, par exemple. Parce que quand j'avais 20 ans, je voulais faire une mise en scène de la Vita Nuova, et je suis une lectrice de Dante depuis toujours. J'aurais pu y arriver par son cinéma. Mais je pense que, en fait, de la même façon que avant de faire des films, je trouvais vraiment, enfin, je n'aurais jamais imaginé en faire. De la même façon, je n'aurais jamais imaginé me mettre à traduire, en fait. Alors, tu as cité Dante, peut-être qu'on peut dire un mot du titre avant de questionner Hervé. Trasumanare e organizzare. Oui. Tu viens de citer Dante, peut-être qu'il convient de lui rendre ce qui lui appartient. Bien sûr, donc parce que Trasumanare vient de Dante, de la Divine Comédie, où il n'apparaît d'ailleurs qu'une seule fois. C'est un néologisme que Dante avait formé. Et organisare, c'est organisé. Alors c'est du côté de Gramsci, disons. Et puis on sait aussi quel était le compagnonnage justement de Pasolini avec la pensée de Gramsci. Alors jusqu'à présent, quand il y avait eu des traductions donc partielles de ce recueil, il y avait par exemple Jacqueline Risset avait traduit par Outrepasser l'humain, et René de Secati avait traduit par Transhumaniser. Moi, je trouvais que Transhumaniser aujourd'hui, c'était pas possible parce que c'était un contresens par rapport à ce qu'on appelle le transhumanisme. Et Daniel Robert venait de publier une nouvelle édition de la Divine Comédie, justement. Et là, j'ai trouvé le mot transhumané. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Donc voilà, d'où le titre en français, Transhumané et organisé. Entre Dante et Gramsci, quoi. Entre Dante et Gramsci. Hervé, tu convenais tout à l'heure que la publication de ce livre est un événement. Est-ce que tu accepterais peut-être de le situer au moment où il paraît, donc en 1971 Et tu dis, et tu as souvent dit, l'importance que tu attaches à ce livre, donc peut-être tu peux la développer. Tu veux bien ? Oui. Je suis d'accord avec transhumaner qui évite transhumaniser, puisque aujourd'hui, les seuls qui veulent transhumaniser, c'est Elon Musk et ses amis ultra riches, qui pensent avoir assez d'argent pour aller au-delà de l'humain, mais dans un sens absolument inverse à celui de Dante, puisque c'est être encore plus humain pour aller voir Dieu, ce qui est donc exactement l'inverse, puisqu'on veut devenir Dieu pour ne plus être humain, au fond, dans la transhumanisation des nouveaux fascistes. Et donc, 1971, très précisément, Pasolini est très politique. Enfin, je suis en plein dans Pasolini politique, je suis en plein dans la politique, là, en ce moment, partout, tout le temps. Et 1971, au fond, c'est le moment où il dit dans un entretien « Io sono contro Hegel ». Je suis contre Hegel. Thèse, antithèse, synthèse, tout cela me semble trop commode. Il n'y a plus que des oppositions irréconciliables. Bon, alors ça, c'est une chose qu'on connaît bien de Pasolini, mais qui est vraiment de 1971. C'est un mot assez incroyable. Et le 16 avril 1971, j'ai vérifié, c'est le début d'ennuis judiciaires. Bon, il en a eu beaucoup dans sa vie, mais un ennui judiciaire particulier qu'il a partagé avec beaucoup d'autres intellectuels qui se sont engagés
par principe pour défendre un journal d'un parti d'extrême gauche qui s'appelait Lotta Continua, et leur journal était interdit et censuré. Donc beaucoup d'intellectuels ont décidé de devenir rédacteurs en chef pendant 1 mois, 2 mois, etc., pour aller en prison à la place des gens qu'on voulait injustement interdire et censurer. Donc il a eu un procès pour avoir été l'éditeur, entre guillemets, de Lotta Continua, le 16 avril 71. Et début 71, c'est aussi le moment, c'est très précisément les mois, le moment où sort ce livre, les moments où il fait ses propres tournages documentaires, c'est-à-dire il fait sa partie d'un film qui plus tard s'appellera 12 dicembre, c'est-à-dire 12 décembre. C'est un film politique qu'il a justement réalisé en association avec Lotta Continua et auquel on sait aujourd'hui qu'il a apporté beaucoup. Il a apporté l'argent, il a apporté le lieu pour faire le montage, il a apporté lui-même des tournages qu'il a fait personnellement dans un taxi avec la femme de l'anarchiste Pinelli qui est tombée de la fenêtre, si vous connaissez l'histoire de la Piazza Fontana à Milan. Et donc, c'est le début de l'histoire de Piazza Fontana, 12 dicembre, et c'est le 12 décembre 1969, c'est-à-dire le début des attentats et de la série d'attentats qui vont mener à des provocations de plus en plus grandes jusqu'à à peu près 10 ans de guerre civile, hein, comme vous le savez, mais dont on ne savait rien, bien sûr, à cette époque-là. Et quand il écrit à l'intérieur de ce recueil Patmos, qui est peut-être le plus célèbre des poèmes de ce recueil, qui est un poème magnifique, entrelacé, très beau, où c'est un appel aux morts de tous les gens qui sont morts dans cet attentat de la Banque de l'Agriculture à Milan. On sait aujourd'hui que c'était un attentat d'extrême droite fomenté par un groupe qui a également fait celui plus tard, enfin beaucoup d'attentats, qui étaient pour essayer de provoquer une sorte de guerre civile qui pourrait justifier un coup d'État d'extrême droite, comme il en existait à l'époque en Grèce, à différents endroits d'Europe et du monde. Voilà, donc la chose n'a pas été jusqu'au bout, mais on sait aujourd'hui que c'est de ça qu'il retournait. Donc il y avait quelque chose de terriblement malsain et de terriblement dur, hein, qui est un peu... Donc ça tombe plutôt pas mal, parce qu'on est dans un moment d'une douleur et d'une difficulté politique générale pour ce qui est de la renaissance du fascisme, qui renaît toujours. Et Pasolini est l'éternel antifasciste. Et donc Pasolini est toujours très important pour le moment qu'on vit. Alors pourquoi est-il si politisé précisément début de l'année 1971 ? Parce qu'il a commencé tout de suite. Hein. Il est né en 1922, donc il est né fasciste avec les uniformes du fascisme. Et c'est en grandissant qu'il est devenu antifasciste. Pas spécialement contre son père, hein, qui était un militaire, mais contre le régime. Donc quand il a compris il est venu à la culture et à la vie et à la poésie aussi, par le principe antifasciste qu'il n'a jamais quitté. Mais 1971, c'est aussi après mai 68. Hein. Et même, très précisément, mai 68 et 69, mais Pasolini, à ce moment-là, quand il écrit ses poèmes, Pasolini est déshonoré. Il est déshonoré précisément dans cet être fondamentalement, foncièrement, je ne sais pas combien ajouter d'adverbes, antifasciste. Or, il est déshonoré par les nouveaux politiques, c'est-à-dire le mouvement, le movimento, le mouvement de l'équivalent de mai 68 en Italie, à cause d'une fake news, hein, qui est encore aujourd'hui propagée. Et donc, moi, j'ai écrit récemment un petit, ça s'appelle un digibook, hein, un petit livre avec une ressortie du DVD de Théorème, et où j'ai repris une étude qui est très bonne, qui a été faite sur ce que j'appelle aujourd'hui une fake news, puisque c'est le nom qu'on utilise aujourd'hui, qui a été organisée par un journal, disons, du bloc bourgeois, hein, l'Espresso, avec l'aide objective des gens qui sont venus cracher sur Pasolini pour dire... Pasolini aime la police, il est du côté de la police et il est contre les étudiants dans la bagarre de 68, qui a été une des premières bagarres du Movimento.
Bon, c'est une fake news, puisque, évidemment, Pasolini n'a jamais été du côté de la police. Il a dénoncé le fascisme policier, il a dénoncé les brutalités policières, il a écrit aussi que le mouvement révolutionnaire était la plus belle chose révolutionnaire après la résistance en Italie. Mais tout ça est oublié et tout ça est balayé en un jour par un article qui exploite un poème dans lequel il fait, comme à son habitude, quelque chose de très maladroit ou de très adroit, je ne sais pas, mais qu'on retrouve très bien dans la forme de Transhumané, c'est-à-dire une ironie énorme, un retournement des choses pour pouvoir provoquer les gens, où il dit tout simplement aux jeunes révolutionnaires « J'ai commencé avant vous ». Soyons simples et clairs, voilà ce qu'il dit. Donc, ça n'a pas marché. Tout le monde a pensé que c'était un vieux con qui ne comprenait plus rien et qui était devenu réactionnaire. Voilà. Donc Pasolini est tenu jusqu'à aujourd'hui maintenant, et par les gens de droite, bien entendu, et par l'extrême droite est en train d'essayer de récupérer Pasolini de façon assez burlesque en Italie, mais passons là-dessus, et évidemment de gauche. Et encore aujourd'hui, on entend la même chose. Donc, il faut comprendre que Transhumané organisé, c'est ce moment-là où Pasolini va écrire d'une autre manière, aussi pour cette raison, parce qu'il est déshonoré dans son être profond, qui est un être profondément politique, profondément à gauche, très à gauche, profondément antifasciste, radicalement. Voilà, c'est un radical antifasciste qui est déshonoré et qui ne se laisse pas faire, qui s'est laissé faire à ce moment de cette aventure de l'espresso, mais qui ne se laisse pas faire et qui écrit dans les journaux, qui écrit une rubrique qui s'appelle le chaos, il chaos, dans lequel il s'explique, jusqu'à sa mort, il est resté ce pauvre vieux qui n'avait rien compris à la nouvelle révolution, alors qu'au contraire, c'était ses frères, c'était ses petits frères, et il voulait expliquer que lui avait commencé avant. Voilà. Et enfin, bon, je reste là, parce que là, on est vraiment dans 75, sinon il faudrait après remonter. Oui, mais d'ailleurs, oui, merci. Il donne plusieurs entretiens au moment de l'écriture de ce qui va constituer Transhumané organisé, mais aussi de la publication du livre, notamment à Jean-Michel Gardère. Il faut dire aussi que donc son recueil précédent, c'est Poésie en forme de rose, c'est 7 ans auparavant. Et là, il donne des entretiens. Enfin, en entretien, il dit qu'il vit un moment de crise très importante, mais aussi un moment de renouvellement. Et ces poèmes en gardent vraiment la trace, c'est-à-dire il y a à la fois cette crise et ce renouvellement. Il dit que c'est un renouvellement intérieur et linguistique, et qu'il y a une chose, Hervé là vient de parler de l'humour, qu'il y a une chose complètement nouvelle dans cette poésie, que le cœur de ce renouveau, c'est l'humour. Il dit, au fond, jusqu'à présent, il y avait de l'humour dans mes films, mais il n'y en avait pas dans ma poésie. Et il parle d'un humour justement qui n'est pas un comique dans le sens que c'est un humour qui est tout sauf de la dérision, qui n'est pas du cynisme, c'est-à-dire qui ne protège pas de la réalité, mais qui permet d'être dans un autre dialogue avec la réalité, puisque Pasolini était très animé par une soif et une faim de réalité toujours. Oui, dans une envie d'accompagner, de prendre le réel dans toutes ses formes. Alors, si on met ensemble vos deux interventions, et qu'on rappelle ce que dit Pasolini dans Richiesta di lavoro, le deuxième poème qu'on a lu, après la grande déclaration d'intention. Maintenant que l'inspiration, si elle vient des vers, elle n'en produit pas, sachez, je vous prie, que je suis ici prêt à fournir des poèmes sur commande, ordini, engins, même explosifs. Tu as évoqué Poésie en forme de rose, 64. Une des raisons sans doute qui a retenu les traducteurs de Pasolini de s'attaquer à ce massif, Trasumanare et Organizzare, c'est sans doute que la poétique qui s'y déploie, qui est une poétique, Pasolini le dit à plusieurs reprises, de l'impoetico, heurtait l'image de poète virtuose et ample, amoureux des formes traditionnelles, que les poéticiens, les poètes français avaient aimé dans Poésie en forme de rose, mais aussi dans La religion de mon temps, mais aussi dans Les Ceneri di Gramsci. Et cette nouvelle poétique... ou dans la beauté des friulants, des poèmes friulants. Bien sûr, dans la beauté des poèmes friulants, dans la douceur. Le Trasumanare et Organizzare,
et c'est pour ça aussi que c'est un livre qui est d'une certaine manière devant nous, parce que si tu me permets cette trivialité, si vous me permettez, il scoltine un réel avec lequel les poètes sont guère habitués à se coltiner, et surtout pas dans les années 70 en France. Hein. Et c'est vraiment une poésie de l'impoétique dans laquelle le journal, l'actualité politique, les formes de discours triviales, les formes de discours télévisuels sont partout. Alors, est-ce que tu veux dire un mot sur ce rapport ? Magazine, peut-être. Le magazine. Ah, vous avez entendu Bob Kennedy. Ouais. Bob Kennedy, La c'est télé, l'actualité. C'est plutôt... Oui, c'est plutôt Paris Match. Ce sont donc ces 63 poèmes dans lesquels il réagit à l'actualité ou à des choses qu'il vit, hein, comme Pasolini a souvent fait d'ailleurs, de réagir à ce qu'il éprouve. Il dit souvent d'ailleurs qu'il écrit ce qu'il vit. Et il dit aussi par ailleurs que ça c'était pendant qu'il était en train d'écrire, que c'était une poésie, qu'il était en train d'écrire une poésie désagréable et tout à fait inconsommable. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que effectivement, il a une phrase comme ça où il dit que le propre de la poésie, parce qu'en fait, à la fois, ce sont des poèmes parfois circonstanciels, c'est-à-dire il réagit. Bon, Patmos, qui est ce magnifique poème où effectivement il l'entrelace, mais sans prévenir. C'est-à-dire en demandant aussi au lecteur de bien vouloir être partie prenante de l'aventure, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la main, c'est là. Mais donc il entrelace les noms des victimes avec presque toutes, mais enfin en tout cas un nombre important avec des détails de leur biographie, s'ils avaient des enfants, ce qu'ils allaient faire ce jour-là à la Banque de l'Agriculture éventuellement, et s'ils étaient métayers, avec des prénoms parfois des enfants, etc. Il entrelace ça avec des phrases de l'Apocalypse et à un moment donné une interpellation au président Saragat. Mais en fait, cette manière de réagir comme ça à l'actualité, cette manière de se coltiner le réel, c'est éclaire aussi une vision de la poésie. C'est-à-dire éclaire comment la poésie pourrait être cet acte qui permet de lutter, de faire résistance à la déréalisation. Parce qu'au fond, quand il s'en prend, quand il dit c'est pas consommable, c'est de l'inconsommable, il dit un livre, bien sûr, vous allez le vendre. Voilà. Un livre peut se vendre, mais la poésie ne se consomme pas. Et je trouve que ça, c'est important de l'entendre aujourd'hui, parce qu'on entend bien que même ça aujourd'hui, même certains statuts de ce qu'on pourrait appeler de l'exception, quand les gens étaient prêts à la vivre, c'est-à-dire à accepter effectivement de ne pas faire partie de ce que le marché, disons-le, permet de cette espèce de moulin. Ben là, même ça, c'est attaqué aujourd'hui. Enfin, on sent bien qu'au fond, il y a plus grand-chose qui puisse être du non consommable. C'est-à-dire que Et quand c'est un rapport au réel qui est d'un courage, qui est d'une audace, et en même temps, il ne renonce pas du tout à la poésie. C'est-à-dire qu'il la réinvente dans ce rapport de résistance et d'accueil en même temps du réel. Oui, parce qu'on voit bien que derrière des espèces de titres provocateurs de sections, poésie sur commission, etc., en fait, il invente de nouvelles formes pour dire de manière poétique l'impoétique. Et il y a une manière d'ailleurs de faire entendre ça, de faire résonner ça, c'est de rappeler qu'en 71 paraît un recueil qui lui a beaucoup déplu de Montale, qui s'appelle Satire, d'une certaine manière, et dans lequel Pasolini voit exactement l'inverse de ce qu'il essaie de faire dans Transumanale et Organizzare, c'est-à-dire un poète qui, au contraire, essaierait de se hausser sur l'actualité pour la regarder de loin et, disons, prendre en écharpe le réel sans y mettre les mains, sans y mettre les pieds, sans se mouiller, disons. Et je trouve que la comparaison avec Satour, elle est claire parce que, justement, qu'est-ce que ça veut dire inventer une poésie de l'impoétique? Ça veut dire ne céder ni sur l'un ni sur l'autre. Ça rappelle le célèbre entretien de Beckett, où Beckett dit il s'agit de donner une forme au gâchis. Et il dit donner une forme au gâchis, ça veut dire qu'il faut respecter le gâchis, mais il faut lui donner une forme. Et je trouve que dans Transumanale et Organizzare, il y a les deux. Il y a la même chose pour il y a la même chose sur sa position subjective, parce que dans cet entretien, il dit aussi qu'il est dans un fort moment de désillusion. D'ailleurs, là, vous avez le poème où il y a sa révolution
copernicienne, en fait. Voilà. Mais en même temps, quand il dit très clairement, je n'ai plus d'illusions, en tout cas, j'ai perdu certaines illusions, je suis désillusionné, mais dans l'entretien, il dit, et ce n'est pas du scepticisme. Et il dit, et pourtant, je continue à écrire. Et je pense que il y a toujours chez Pasolini cette forme-là de lutte. Hein, et là, dans le livre, il cite énormément les Black Panthers, cette phrase « jeter son corps dans la lutte ». D'ailleurs, il les avait rencontrés à New York. Mais on entend bien dans certains poèmes comment, justement, il tisse là ce qui avait été distribué autrement dans des textes théoriques, des textes politiques. Alors, c'est des poèmes qu'il publie dans les magazines, mais surtout dans Novi Argomenti. Voilà. Mais qu'il avait lui-même fondé avec Alberto Carocci, non, c'est pas ça, c'est Alberto Carocci. Et donc, mais c'est des poèmes où il réagit à l'actualité, mais où il tisse. Donc, parfois, il y a des sortes enfin, la théorie est présente, et puis tout à coup, enfin, le point de vue critique, il est toujours présent, et puis tout à coup, il y a aussi une poésie d'image, et puis quelque chose de, et aussi avec une certaine utilisation de la ponctuation qui, moi, m'a fascinée tout de suite, parce que c'est une liberté folle. Il a des points-virgules, parfois c'est des simples virgules, parfois on penserait qu'il y aurait un point d'exclamation. Et en même temps, cette forte oralité, absolument aucune trouille des concepts, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait mêler les deux, il peut être dans une chose, dans un rapport très très trivial, voilà, comme vous avez entendu, je suis toujours en érection, etc. Et puis en même temps, il y a Dante, et puis il y a beaucoup de figures qui traversent. Hein. Il y a un moment où il fait une sorte de critique d'un livre de Elsa Morante, qui était son amie et qui avait participé à certains de ses films. Enfin, il fait, il y a Jacobson, il y a toutes sortes de figures, il y a même un moment donné Marx, et puis voilà. Et donc, et il tisse tout ça dans une sorte de geste dont on sent à la fois la force de désespoir, parce que ça vraiment on le sent, mais un désespoir qui ne, d'abord, voilà, vorace, absolument, et qui n'enlève pas ni son rapport à la vie, ni son rapport très affirmatif à la vie, ni sa dimension critique et cette façon qu'il a de revenir toujours sur la discussion, enfin oui, de polémiquer parfois, hein, je ne sais pas si c'est de la maladresse, mais de reprendre, parce que enfin, du coup, quand j'ai lu tous les textes théoriques et puis beaucoup de choses pour cette traduction, ça m'a vraiment frappé comment sans arrêt il reprend. Là, il réécrit aussi plusieurs fois, hein, il fait des refontes, mais sinon, quand il a un texte qu'on trouve polémique souvent, mais en fait, il reprend, il corrige, il réajuste, il réinvente, il se donne tort, il fait un pas de côté, et c'est une pensée qui est perpétuellement en mouvement. Trasumanare et organizzare. Voilà. Et d'ailleurs, Socrate est présent aussi dans le livre. Hervé, tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, c'était juste pour dire que la polémique avec Montal aboutit dans un poème qui s'appelle Outis, mais qui n'est pas dans Transhumane. Voilà. Donc il y a une polémique entre les deux qu'on peut trouver ailleurs, qui n'est pas traduite. Alors on s'était proposé, pour vous donner envie de lire le livre, de lire quelques poèmes pris dans... Il y a 2 grands livres, et dans chacun de ces livres, il y a des sections, et on s'est dit qu'on allait prendre des poèmes dans chacune de ces sections pour vous donner un peu comment on pourrait dire, le timbre, hein, et la variation aussi des rythmes de ces poèmes. Il y a une chose qu'on n'a pas dite qui me paraît importante, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'amour et de tendresse dans ces poèmes. Il y a aussi des choses évidemment très très sensibles, et il y a beaucoup d'amour, puisqu'il y a 9 poèmes qui sont consacrés à Maria Callas. Et d'ailleurs, dans la très belle postface d'Hervé, il donne une présence comme ça à cette rencontre avec Maria Callas. Je pense qu'il donne à cette rencontre une dimension que sûrement ceux qui avaient connu Pasolini n'ont pas, même si on lui a prêté des amours, tout ça, hein, on a pensé qu'ils étaient ensemble, mais c'est pas ça dont je parle. Et il y a Ninetto Davoli aussi qui est présent, et un très très beau poème qui est Une affection et la vie, par exemple. Alors on y va. On s'était dit qu'on pouvait commencer dans la section donc, qui s'intitule Poème sur commande, qui est évoqué dans le poème qu'on a lu, hein, dans le poème, le deuxième poème du premier livre. Et on s'était dit que tu pouvais lire Prière sur commande, qui se trouve page 65. T'écris un fils qui fréquente la 1000e classe de l'école élémentaire.
cher Dieu, est venu nous trouver un certain monsieur Homais qui disait être toi. Nous l'avons cru. Mais parmi nous, il y avait un malheureux qui ne faisait rien d'autre que se masturber. Nuit et jour, s'exhibant aussi devant les fantassins et les enfants. Eh bien, monsieur Homais, cher Dieu, te reproduisait point par point. Il avait un bel habit de laine foncée, avec gilet, une chemise en soie et une cravate bleue. Il venait de Lyon ou de Cologne, je ne me rappelle pas bien. Et il nous parlait toujours du lendemain. Mais parmi nous, il y avait cet idiot qui disait qu'au contraire, tu avais nom Axel. Tout ceci au temps des temps. Cher Dieu, libère-nous de la pensée du lendemain. C'est du lendemain que tu nous as parlé à travers M. Homais. Mais nous, à présent, nous voulons vivre comme l'idiot dégénéré qui suivait son Axel, qui était aussi le diable. Il était trop beau pour être seulement toi. Il vivait de sa rente, mais n'était pas prévoyant. Était pauvre, mais n'était pas épargnant. Et était pur comme un ange, mais n'était pas convenable. Était malheureux et exploité, mais n'avait pas d'espoir. Cher Dieu, l'idée du pouvoir n'existerait pas s'il n'y avait pas l'idée du lendemain. Et pas seulement, mais sans le lendemain, la conscience serait sans justification. Cher Dieu, fais-nous vivre comme les oiseaux du ciel et les lys des champs. Maintenant, il faut ajouter que vous êtes obligé d'acheter le livre pour lire la note qui explique d'où vient Monsieur Homais, qui est Axel, pourquoi c'est un roman d'Elsa Morant dans lequel on trouve la référence à Homais. J'ai compris tout ça. D'accord. Et après, vous pourrez relire le poème. Hein. Tout ça, c'est une vous en rendez promotion compte. bien déguisée. Bravo Hervé. Bravo. Non, tout ça pour expliquer pourquoi peut-être il n'avait pas été traduit avant, c'est parce qu'effectivement, il fallait quand même quelques notes. La deuxième section du livre premier s'intitule « La naissance d'un nouveau type de bouffon ». On avait pensé lire ou ce texte qui s'appelle « La naissance d'un nouveau type de bouffon » ou les 6 premiers chants du purgatoire, mais comme l'heure avance, Hervé, je te propose de lire dans la troisième section de ce livre, qui a le titre du recueil en entier, c'est-à-dire Transhumané et organisé. Tu voulais lire le communiqué à l'ANSA, c'est-à-dire le poème sur Ninetto, ce qui me permet de rappeler que tu as traduit l'Obi del Sonetto, l'ensemble des poèmes consacrés par Pasolini à Ninetto. Ouais. Alors, communiqué à l'ANSA, ça veut dire, c'est l'équivalent de communiqué à l'AFP, hein, c'est l'agence nationale de presse italienne. Savona, c'est le nom du capitaine de la garnison où Ninetto d'Avoli... Je le fais à l'envers, là. Hein. C'est le capitaine de la garnison où Ninetto d'Avoli fait son service militaire. D'accord ? Donc, quand vous entendrez Savona, c'est le capitaine Savona, c'est le capitaine. Et puis, beaucoup plus important, vous ne le saurez pas si je vais essayer de les lire en italique, mais c'est difficile à l'oral. Les mots en italique sont des citations du narratologue Claude Brémond. Donc, c'est quelque chose que nous connaissons tous par cœur. C'est un morceau de la revue Communication qui, tout d'un coup, apparaît entre les lignes du poème. Voilà. Alors, je vais essayer de vous les faire entendre, mais c'est pas facile. Comuniqué à l'Ansa Ninetto. Angelos est méconnaissable. Savona ne le reconnaît pas, mais ne reconnaît pas non plus la Chine populaire. Non reconnu, il rit, mais rit à moitié. Puisque la gaieté est tout son patrimoine, c'est ce qu'a trouvé l'État pour le taxer. Lui, pour exister, doit être présent. Avec les autres, ses relations sont contractuelles. Il ne croit pas, en tant que jeune homme moderne, dans les mythes. Pourtant, on le sait, seul ce qui est réaliste est mythique et vice-versa. Il ne croit naturellement pas aux fables, fables faites de rien, est sa propre vie. Bien vite, il perd la présence des autres, ne se rappelle pas leur visage. Il va de par le monde vêtu de gris vert, comme un chien à la gueule pleine de bonté. Le conduit par la main un destin où la réalisation de la tâche est presque nulle. L'intervention de l'allié, si elle vient, vient, sinon, patience. Un allié, j'en suis un. L'élimination de l'adversaire se vérifie mythiquement à coups de poing, ou peut-être même, je dois l'admettre, de couteau. La négociation, il proteste un peu, puis se résigne. L'agression est chose de tous les jours. Les rétributions, récompenses et vendetta, ne sont pas calculées. Au processus de détérioration et à l'erreur, on n'y pense pas. À l'obligation, encore moins. Au sacrifice, peut-être. Si le moment venu, sur place, il donne une certaine satisfaction, il est capable aussi de la payer de sa mort. L'agression subie et le châtiment sont choses qui regardent le Captain Savona. Le cycle narratif est une ligne qui se disperse dans l'herbe, comme pour le gars de Marlowe. Lui, héroïquement rit, paria innocent, intouchable, oui, mais aussi inatteignable.
Dans la... Pardon, dans la... C'était le vers le plus important de la poésie de Pasolini. Hein. Le cycle narratif est une ligne qui se disperse dans l'air. Au passage. Dans les communiqués à l'ANSA, il y en a un qui précède, qui fait 4 vers, donc je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Communiqué à l'ANSA, choix stylistique. Je cesse d'être un poète original, ça se paie d'un manque de liberté, un système stylistique est trop exclusif. J'adopte des schémas littéraires éprouvés afin d'être plus libre, pour des raisons pratiques, naturellement. Le livre 1, le livre premier, s'achève sur 2 sections qui s'intitulent « Par les sentiers » et « Petits poèmes politiques et personnels ». Et Florence va lire PPPP, oui, c'est-à-dire Pier Paolo Pasolini. Et dans cette section, Florence a choisi de lire un épilogue parmi tant. Justement, il est question de Ninetto. Un épilogue parmi tant. Oh Ninariedo, te souviens-tu de ce rêve dont nous avons parlé tant de fois? J'étais en voiture et je partais seule, avec le siège vide à côté de moi, et tu me courais après. À hauteur de la portière encore entr'ouverte, courant anxieux et obstiné, tu me criais, avec quelques pleurs enfantins dans la voix, « Eh, pas, tu m'emmènes avec toi? Tu me le paies le voyage ?» C'était le voyage de la vie, et seulement en rêve, tu as donc osé t'exposer et me demander quelque chose. Tu sais très bien que ce rêve fait partie de la réalité. Et celui qui a dit ces mots n'est pas un Ninetto rêvé. C'est si vrai que quand nous en parlons, tu rougis. Hier soir, à Arezzo, dans le silence de la nuit, tandis que le gardien, avec la chaîne, fermait la grille derrière toi et que tu allais disparaître, avec ton sourire foudroyant et drôle, tu m'as dit « Merci. » « Merci, Nine ?» C'est la première fois que tu me le dis. Et en effet, tu t'en rends compte et te corriges, sans perdre la face. Ce en quoi tu es un maître, en plaisantant. Merci pour le trajet. Le voyage que tu voulais, que je te paye, était, je le répète, le voyage de la vie. C'est dans ce rêve d'il y a 3-4 ans que j'ai décidé ce à quoi mon amour équivoque de la liberté était contraire. Si maintenant tu me remercies pour le trajet, mon Dieu, pendant que tu es au trou, avec peur je prends l'avion pour un lieu lointain, de notre vie je suis insatiable, parce qu'une chose unique au monde ne peut jamais être épuisée. 2 septembre 1969. Le second livre, le livre second, est composé de 6 sections. Une première section qui s'appelle Charte, une deuxième section qui s'appelle Poème boiteux, dans laquelle on trouve justement le grand poème Patmos, une troisième section intitulée La restauration de gauche, une quatrième Synésios de la diaspora, une cinquième La ville sainte et une dernière Manifester. Et nous avons pensé tous les trois que nous pouvions commencer la lecture de ce livre second par le texte que Hervé va vous lire et qui s'intitule, que Florence va vous lire, qui s'intitule Charte souillée. Non, je n'ai pas envie de raccourcir. Je n'ai pas envie de te raccourcir. Ce n'est pas le but de cette soirée. Charte souillée. Très bien. Il faut s'absenter de temps à autre des lieux de devoir dans le monde occidental, revenir couvert des lauriers de l'intégration. Alors on est utile à la rêve. Autrement, s'il fait le moine, par protestation, rigueur et ainsi de suite, on le jette, mot rendu illisible par les taches de saleté. Il doit se préoccuper de sa carrière, seulement si l'art, il est utile à la ruisseler de fautes pour des relations, mot illisible, voire supra. Ainsi, il plaît à l'ouvrier qui a le culte de la famille, des gens comme il faut pour donner du crédit à la lutte, des milliers de petits actes d'un déshonneur quotidien pour s'élever aux honneurs qui sont utiles à un parti réaliste.
Ce sont là des choses qui retombent sur la tête de celui qui les dit, le rendant toujours plus misérable et donc inutilisable. Mais il faut bien que quelqu'un porte sur ses misérables épaules une croix, merde et autres mots illisibles, voire supra. Perdre sa réputation pour une sainteté équivoque. Bah! Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un plein de croûte, l'intouchable, celui qui mise peu pour perdre ou gagner peu, celui qui mise peu pour perdre ou gagner peu, veut contempler le spectacle de qui gagne ou perd beaucoup, si possible de qui perd beaucoup, aurore mundi. Je dis juste le début. Dans la seconde section, on a beaucoup parlé de ce poème, donc je vais en lire un petit bout. Le début de Patmos, qui est un long poème, une espèce d'élégie, qui, comme dans la pure tradition élégiaque, s'articule autour de noms propres. Mais je vais lire ce qui constitue, pour ainsi dire, le prologue de ce poème. Patmos, la note indique, ces vers ont été écrits entre le 13 et le 14 décembre, avant que l'on apprenne le suicide de l'anarchiste Pinelli. Et avant qu'on découvre qu'il ne s'était pas suicidé. Je suis sous le choc. S'est répandue jusqu'à Patmos une senteur de celle que hument les aumôniers. Les morts avaient tous de 50 à 70 ans. Mon âge, dans peu d'années. Révélation de Jésus-Christ que Dieu, pour instruire ses serviteurs sur les choses qui doivent bientôt arriver, a fait connaître par l'intermédiaire de son ange à son serviteur Jean. Il y a là des marsites et beaucoup de peupliers. Venant de là, ils étaient vêtus de gris et de marron, le lourd tissu qui fume dans les auberges avec les latrines à l'extérieur. Peu convenable se faire retrouver ainsi de la part de ces braves gens, pas encore entièrement romanisés, et il est certain que toutes les charrettes avaient disparu depuis belle lurette. Mais les corps usés, pas des corps de moines, parce que catholiques, ils étaient bien catholiques, mais s'étaient mariés, forniquant leurs comptes, en somme, juste pour que pleurent aujourd'hui des petits-enfants. Seul un suicide conduira sur les traces du responsable de ces pleurs. Lombards au gouvernement, entre vous et le pays, il y a un abîme. C'est votre banalité qui le creuse. Les « e » fermés ne sont rien en comparaison du lexique qui n'est pas un humble dialecte, si seulement c'en était un. Et qui est sous le choc, rit avec les yeux d'Antonioni, lequel atteste, comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ, et Pasolini aussi rit, tout ce qu'il a vu, tandis que Moravia est distrait. Bienheureux celui qui lit, et bienheureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Que leurs familles en pleurent, moi, j'en parle en lettré. Dans le livre second, la troisième section s'intitule « La restauration de gauche ». Et dans cette section, il y a 8 poèmes, dont 4 s'intitulent « La restauration de gauche ». Et je crois, Hervé, que tu vas lire le premier. Avril-juin 1970, la restauration de gauche. Qu'il est difficile d'apprendre la liberté, qu'ils ont apprise de nous. En les voyant, nous pensons combien nous avons été libres. Mais on l'est une seule fois dans la vie. Et maintenant, c'est à leur tour de mettre à profit notre liberté. À quoi leur sert-elle ? À rien, voulons-nous espérer. Illusionnons-nous sur le fait que toute cette liberté ne sert qu'à le jour du lendemain qui avec tant de zèle est vécu, le jour du lendemain vécu du pas de qui va par les rues nocturnes ou dans les belles matinées pour la première fois, du pas de qui a entre 20 et 30 ans et croit honnêtement, pense sérieusement que son engagement sert à quelque chose, et qui, plus que convaincu, en fait précisément une question d'histoire, convaincu aussi que l'histoire se compte en années et que ce sont les années de sa propre vie, car le chanceux, il en a. Mais revenons à l'usage de la liberté. En poésie, cette liberté a les mêmes caractères que la lutte politique qui s'impose en inspirant la terreur. En redécouvrant le devoir, celui qui invente si librement vers et mots,
excepté qu'un jour tout s'est replié sur les positions du CLN, Centro di Liberazione Nazionale, septembre 1943. La lumière insoupçonnée de la résistance est réapparue. Les anciens, si libres quand ils avaient leurs années de vie devant eux et prenaient au sérieux le fait que c'était leur tour, avaient entre-temps été poussés à droite. Et là, humiliés et offensés, alors, avec le retour du front, ils ont relevé leur tête discréditée, ont retrouvé une certaine popularité, ont été tolérés. Utilisés de façon moins cynique, voire presque pathétique, on a renoncé à l'exigence qu'ils soient des saints, comme les jeunes, et l'on s'est contenté qu'ils fassent autorité. Les lauriers attribués par la bourgeoisie n'ont pas été non plus sans effet, au contraire. Plus ils en avaient sur la tête, plus leur tête servait, et ceux que la bourgeoisie avait dégradés étaient considérés comme dégradés, mieux valait ne pas les fréquenter. Les jeunes ont manifesté d'inquiétantes analogies avec leur père, au moins sur cette affaire des lauriers, de la dégradation et de la bonne réputation. Le sérieux avant tout. La gauche classique s'est préparée à la restauration en intégrant. En ayant nettement moins voix au chapitre et en piétinant avec moins d'arrogance moralisatrice le pavé nocturne ou les rues matinales, les fils ont eu leur première ride et la vie a consumé sur eux sa première victoire. Alors on avait un programme de lecture, trop ambitieux, voilà, c'est la bonne formule, puisque nous voulions vous lire aussi des poèmes de la troisième section, Sinétios de la diaspora, de la quatrième section, cinquième, La ville sainte, et en fait on va vous lire le dernier poème du livre, du recueil, qui s'appelle La présence. On va le lire d'abord en italien et ensuite en français. On va là-bas. Je voulais juste dire une petite chose, c'est que tout à l'heure on a dit qu'il y avait certains poèmes qui avaient été précédemment traduits et qui avaient été réunis dans une anthologie de René de Secati, mais j'avais oublié de dire qu'il y avait quelques poèmes qui avaient été aussi traduits par Andrea Inglese et Stéphane Bouquet et qui avaient été publiés dans la revue IF de Liliane Giraudon et Jean-Jacques Vuitton. Comme il n'y a pas énormément de gens qui s'étaient intéressés à ce livre, je trouve que c'est bien de rendre hommage aussi à ceux qui avaient défriché. Donc, Manifestare, la dernière section du livre. La Presenza, le dernier poème de la dernière section du livre. Ciò che era perduto era celeste e l'anima malata, santa. Il nulla era un vento che cambiava inspiegabilmente direzione, ma ben consapevole sempre delle sue mete. Nel nulla che si muoveva, ispirato in alto, capriccioso come un ruscello in basso, ciò che importava era sempre una storia che in qualche modo era incominciato e doveva continuare, la tua. Chi mi aveva chiamato lì? Ogni mattina ricominciava la tragedia dell'essere. Dietro i balconi, prima chiusi poi aperti come in una chiesa. Che il vento divino soffiasse inutilmente o solo per dei testimoni, poi le abitudini, queste sorelle della tragedia. Il mare e il suo vento ebbero tutti i nostri sviscerati elogi. Il tuo esse est percipi incontrava tremendi ostacoli da superare e ogni vittoria era una povera vittoria e dovevi ricominciare subito come una pianta che ha continuamente bisogno d'acqua. Io però, Maria, non sono un fratello, adempio altre funzioni che non so, non quella della fraternità, almeno di quella complice così vicina all'obbedienza e quasi eroica inconsapevolezza degli uomini, tuoi fratelli, malgrado tutto, non i miei. E tu, atterrita dal sospetto di non essere più, sai anche questo e ti arrangi a farti da madre. Concedi alla bambina di essere regina, di aprire e chiudere le finestre come in un rito, rispettato da ospiti, servitù
spettatori lontani. Eppure lei, la bambina, basta che per un solo istante sia trascurata, si sente perduta per sempre. Ah, non su isole immobili, ma sul terrore di non essere, il vento score, il vento divino, che non guarisce, anzi ammala sempre più. E tu cerchi di fermarla, quella che voleva tornare indietro. Non c'è un giorno, un'ora, un istante in cui lo sforzo disperato possa cessare. Ti aggrappi a qualunque cosa, facendo venire voglia di baciarti. 23 agosto 1970. La présence. Ce qui était perdu était céleste, et l'âme malade sainte. Le néant était un vent qui changeait inexplicablement de direction, bien conscient toujours de ses buts. Dans le néant qui se mouvait, inspiré en haut, capricieux comme un ruisseau en bas, ce qui importait était toujours une histoire qui d'une certaine façon avait commencé et devait continuer, la tienne. Qui m'avait appelé là? Chaque matin recommençait la tragédie de l'être. Derrière les balcons d'abord fermés et ensuite ouverts, comme dans une église, que le vent divin soufflât inutilement ou seulement pour des témoins, et puis les habitudes, ces sœurs de la tragédie. La mer et son vent reçurent tous nos éloges passionnés. Ton esse est percipi, je ne sais pas comment dire en latin, percipi, esse est percipi, rencontrait de terribles obstacles à surmonter, et chaque victoire était une pauvre victoire, et tu devais recommencer aussitôt, comme une plante qui a continuellement besoin d'eau. Moi, toutefois, Maria, je ne suis pas un frère. Je remplis d'autres fonctions que je ne connais pas. Pas celle de la fraternité, du moins de celle complice si proche de l'obéissance et de l'héroïque inconscience des hommes, tes frères malgré tout, pas les miens. Et toi, terrifié par le soupçon de ne plus être, tu sais cela aussi, et tu t'arranges pour te servir de mère. Tu accordes à la petite fille d'être reine, d'ouvrir et fermer les fenêtres comme en un rite, respecté par les hôtes, les serviteurs, les spectateurs lointains. Néanmoins, elle, l'enfant, il suffit qu'elle soit négligée un seul instant, elle se sent perdue pour toujours. Ah, non pas sur des îles immobiles, mais sur la terreur de ne pas être. Le vent court, le vent divin, qui ne guérit pas, au contraire, aggrave le mal toujours. Et tu cherches à l'arrêter, celle qui voulait revenir en arrière. Il n'y a pas un jour, une heure, un instant, où l'effort désespéré puisse cesser. Tu t'agrippes à n'importe quoi, faisant venir l'envie de t'embrasser. 23 août 1970. Florence Pazzotto. C'est surtout Pier Paolo Pasolini. Et dernier mot du poème. Alors, contre l'avis de l'auteur trop modeste, non, avec son accord quand même, nous allons lire 2 poèmes de Florence, parce qu'elle est dans la salle. Ça nous paraît absurde de ne pas lire au moins 2 poèmes. Tirés de Fantômes et gens perspicaces de Florence Pazzotto. Un épilogue contre la volonté de l'auteur. Hein. Voilà. Vous l'avez bien compris. Premier massage. Si l'on me dit « reste à ta place », comment je le prends? Qu'on te dise « tiens ta place », tu y tiens, toi, ça te dit. Si on lui dit à elle, à lui, de vite, fissa, y retourner, ça lui fait quoi? L'entend comment? Il y a une vaisselle à terminer, des chaussettes à apparier, le cul d'un camion à charger. Sa place à elle, à lui, c'est où? Là où est, c'est noir ou aveuglant. Sans vue, sans voix, dans le cambouis derrière la benne, dans le cru des néons à la caisse, au marteau-piqueur au trottoir. Vous y croyez au jeu des places? Tu prends la mienne, je prends la tienne, le grand manège et le pompon, chacun son tour. Vous croyez au chacun son tour? Son tour de quoi? À tour de bras, son tour de rein, et rien par-dessus le marché.
le marché a tout absorbé. Réinventons, car si tout contre-pouvoir devenant pouvoir renonce aussitôt à ce qui l'orientait, doit-on continuer à dire la politique en visant strictement ce jeu de balançoire? Vers Keaton, donc. Le canotier de Keaton. Keaton inventant la caméra cachée. J'apprends que Candide édite la caméra cachée et je pense soudain que Chache avait raison quand il pressentait que ce pauvre Candide serait bientôt exproprié. Au lieu du jardin, une méga-bassine. Ô Sainte Soline. Keaton nommé Buster par le grand Houdini. Keaton rebaptisé en France Malek, Tristan ou Frigolin. La récurrence du motif du bateau dans les films de Keaton. Buster coulant à l'image avec son rêve de navigation sans un cri, après avoir, devant femme et fils, détruit la maison et coulé la voiture. Keaton tournant sur le sombre Bufford. C'est sur ce bateau renommé l'Arche soviétique que quelques 249 révolutionnaires anarchistes avaient été de force embarqués pour la Russie via la Finlande en décembre 1919 pendant la Grande Peur rouge. Tournant sur le sombre Bufford, son plus gros succès commercial. Keaton, négligeant le conseil de son ami Chaplin et signant avec la MGM. Keaton anéanti, réapparaissant enfin au cinéma dans Les Feux de la Rampe. Keaton l'impassible, pleurant, lors de la soirée d'hommage, à la fin de sa vie. Bien, voilà, nous espérons vous avoir donné envie de découvrir ce livre important, ce livre beau, ce livre aussi provoquant, Transhumané organisé, de Pier Paolo Pasolini, traduit et présenté par Florence Pazzotu, postfacé par Hervé Joubert-Laurencin. Et vous trouverez ce livre grâce aux amis de la librairie centrale à la sortie de la Maison de la Poésie. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous remercions de votre présence.